Chers amis, bonjour. Bienvenue pour ce live vidéo. Nous sommes sur Facebook en direct, sans filet. Et c'est d'ailleurs tout ce qui fait l'intérêt de cet exercice auquel je me livre plusieurs fois par semaine, comme vous le savez. Vous êtes plusieurs dizaines de milliers à me suivre toutes les semaines. Et je vous en remercie très sincèrement. Alors, François Fillon vient d'être élu candidat de la droite à la prochaine élection présidentielle. Alors, d'abord, c'est un vote qui rassemble plus de 4 millions de personnes, donc c'est un vote qui a du sens. Et contrairement à tous ceux que j'entends, et en particulier dans une certaine presse, relativiser la portée de ce scrutin en disant qu'il ne représente que 10% du corps électoral français, bon, c'est de la mauvaise foi déconcertante. Ce scrutin, quand on rassemble 4 millions de personnes dans une primaire, ça représente quelque chose. Et ça veut dire qu'il y a un véritable élan démocratique. Alors, François Fillon a été élu. Comme vous le savez, j'ai voté pour lui. Bon. Mais cela ne veut pas dire que je valide à 100% les tests qu'il développe. Et je vais vous dire pourquoi. Bonjour Viviane. Vous êtes à Munich où il fait frais, me dites-vous sur le live. Eh bien, je suis à Paris où il fait plutôt frais également, chère Viviane. François Fillon, donc, que j'ai voté, pour lequel j'ai voté, comme je vous le disais, ce qui m'a valu d'ailleurs un très grand nombre de critiques et de commentaires acerbes, parce que c'est vrai que François Fillon a fait l'objet d'une campagne entre les deux tours qui a été assez stupéfiante. Il était qualifié de poutiniste, de thatchérien, de réactionnaire, d'homophobe, etc. Et évidemment, tous ceux qui ont osé prendre son parti ont été qualifiés de tels. Et je peux en témoigner, ça a été mon cas. François Fillon, c'est le programme que la France aurait dû appliquer il y a 25 ans. Bon. Un programme économique, strict, ce qui est d'ailleurs très respectable, parce qu'aller au-devant des Français avec un programme à ce point impopulaire, eh bien, on ne peut pas l'accuser de vouloir faire du clientélisme politique. Parce qu'effectivement, une chose est d'aller dans une élection présidentielle et de distribuer des cacahuètes à tous les électeurs, et une autre chose est de dire, comme il le dit, que nous allons devoir faire des sacrifices et remettre le pays en état de marche, ce que nous aurions dû faire, encore une fois, il y a plus de 20 ans. Donc, sur ce que décrit François Fillon, et sur la nécessité de ce programme de réforme absolument nécessaire pour reconstruire la France sur de nouvelles bases, je pense que c'est nécessaire. En revanche, et c'est ça le plus important, et c'est ça que je n'ai pas vu chez François Fillon, et c'est le message que j'ai envie de lui transmettre, en revanche, ce projet-là ne projette pas suffisamment, de mon point de vue, la France dans l'avenir. Et une chose est de demander, bonjour cher Marc, content de te retrouver, une chose est de demander aux Français de faire des sacrifices à court terme, une autre chose est de dire aux citoyens, au peuple, les raisons pour lesquelles nous devons consentir ce sacrifice. En gros, quel est le modèle de société vers lequel nous devons aller? Et la question que vous posez, chère Viviane, que vont devenir les plus fragiles d'entre nous, elle est essentielle. La question qui se pose, c'est la question de notre nouveau contrat social et du nouveau modèle de société dans lequel nous allons aller. Et c'est vrai que ça a été le grand absent de la campagne de la primaire de la droite, toute logique d'avenir. Et on ne fera rien dans le présent, on ne fera avaler aucune pilule si nous ne savons pas au nom de quoi nous le faisons. Le projet que je porte, vous le savez, chers amis, consiste à admettre que nous sommes, non pas en 1970 ou 80 dans l'époque Thatcher, mais que nous sommes dans une époque de mutation profonde, où tout va être profondément réinventé, le rapport au travail, le rapport au transport, à la santé, à l'économie, et que c'est beaucoup plus qu'une crise que nous traversons, c'est une mutation. Et ne pas aborder une élection présidentielle à l'aune de cette mutation est une grave erreur. Alors certes, encore une fois, je le dis et je le répète, on ne fera rien et on ne reconstruira rien tant que les problèmes économiques de fond ne seront pas résolus. Aujourd'hui, la France n'est pas souveraine. Quand vous devez 400 millions d'euros tous les jours à votre banquier, ce qui est le cas de l'État français, eh bien, nous n'avons pas de marge de manœuvre. Ou alors, et c'est un autre sujet,
On sort de l'Union européenne et on a notre propre planche à billets, et là c'est un autre sujet. Mais sinon, aujourd'hui, nous n'avons pas de souveraineté budgétaire. Donc il est essentiel de renouer avec la souveraineté budgétaire, pour ensuite se saisir de la révolution technologique. Et c'est ça qui est intéressant. Bonjour cher Christophe, bonjour Kyodia. Tout l'enjeu, d'ailleurs Kyodia, vous dites c'est encore étrangler les pauvres. Tout l'enjeu, c'est pas d'étrangler les pauvres, c'est de faire en sorte que justement il y ait beaucoup plus de volume, beaucoup plus de flux en termes d'affaires dans notre pays, qu'il y ait de plus en plus de personnes qui viennent entreprendre, qu'il y ait une effervescence créative et d'innovation qui fasse qu'au final, chacun puisse y trouver son compte. Et ce nouveau modèle de société, permis par la nouvelle révolution industrielle, le permet. Mais cette révolution industrielle, elle est essentielle parce que, par exemple, vous prenez l'intelligence artificielle et la robotisation. C'est 50% des métiers qui vont disparaître ces prochaines années. C'est énorme. On ne peut pas appréhender ce sujet-là avec les recettes du chômage des années 90. C'est impossible. L'intelligence artificielle qui va, dans les 20 prochaines années, bouffer encore plus nos emplois, c'est une réalité. Donc, tout ça pour vous dire, cher Kyodia, quand vous parlez des plus précaires, nous sommes dans un monde qui inéluctablement va nous amener à plus de précarité et à moins de travail. C'est un fait, avec François Fillon ou un autre ou n'importe qui. C'est un fait, c'est le nouveau monde dans lequel nous entrons. Ce qui implique une nécessité impérieuse de nous projeter dans l'avenir et de nous mettre dans une situation où, au lieu de subir cet état de fait, eh bien, nous appuierions dessus pour reconstruire un nouveau modèle français, dans lequel, et ça c'est important, la technologie n'est pas un dogme, n'est pas un outil de l'ultralibéralisme pour asservir et canaliser encore plus l'homme pour en faire un consommateur. Parce que c'est ça aujourd'hui ce qui est en train de se passer. C'est que le modèle capitaliste dans lequel nous vivons, le modèle ultralibéral, c'est vrai, est un modèle qui vise à nous enlever notre libre arbitre et à transformer le citoyen en un consommateur. Et d'ailleurs, vous l'avez vu il y a quelques jours, vendredi par exemple, vendredi dernier, j'ai reçu un très grand nombre de textos de marques sur mon téléphone portable. J'ai reçu des mails de marques pour un truc que je ne connaissais pas, qui s'appelle le Black Friday. Voilà, le Black Friday. C'était le Black Friday vendredi dernier. C'est un concept qui nous arrive des États-Unis et qui... et voilà, c'est un jour où il faut consommer. Sauf que aux États-Unis, c'est le Black Friday parce que c'est le vendredi qui suit Thanksgiving où les Américains ont dépensé énormément d'argent, donc il faut les faire redépenser après le lendemain. En France, on n'a pas Thanksgiving, mais c'est pas grave. On vous impose un concept bidon qui s'appelle le Black Friday. C'est ça aujourd'hui l'ultralibéralisme. Et la technologie qui est mise au service de cet ultralibéralisme, c'est une technologie qui n'est pas progressiste, mais c'est une technologie au contraire qui va dans le sens de l'aliénation de l'homme. Et ça, je n'en veux pas. Et ça, c'est un vrai sujet. C'est un sujet essentiel sur lesquels, quand on développe des technologies libérales, on doit absolument aller et que l'on doit absolument préciser. Vous avez plusieurs types de libéralisme. Le libéralisme entrepreneurial, qui est un libéralisme extrêmement noble. C'est un libéralisme que je porte, c'est le libéralisme du petit patron, c'est le libéralisme du boulanger. Et ce libéralisme-là, qui est celui de la liberté d'entreprendre et de créer, un pays tel que le nôtre en a besoin. Mais ce libéralisme prédateur, aveugle, qui est dans la négation de la condition de l'homme, eh bien ce libéralisme-là, nous devons le combattre. Et évidemment, François Fillon doit préciser sa pensée sur ce sujet-là. Alors il y a d'autres points sur lesquels François Fillon doit préciser sa pensée. C'est notamment son rapport à l'énergie, qui est un sujet essentiel. François Fillon a dit qu'il était pro-nucléaire, a priori, de ce que j'en ai entendu. Je pense que c'est une grave erreur. Une grave erreur, une erreur historique. Je ne suis pas anti-nucléaire de base, on en a souvent parlé entre nous. Mais aujourd'hui, quand on sait que dans 10 ans, nous aurons des choix à faire, en gros, est-ce qu'on repart sur 50 ans de nucléaire ou est-ce qu'on va dans d'autres énergies, ce n'est pas une décision qui se prend à la légère. Et quand on sait que les nouvelles énergies aujourd'hui, en particulier le solaire, coûtent moins cher que le nucléaire, c'est un fait, c'est prouvé. Faut pas, ce n'est pas un fantasme, c'est prouvé. Eh bien, ça veut dire une chose, c'est que nous devons absolument
partir sur un nouveau paradigme énergétique. Et là, j'attends de François Fillon une véritable inflexion et qu'il comprenne que l'avenir de notre modèle de civilisation passe par une autre énergie que le nucléaire. Et oui, Kyodia et Henri, vous dites nous sommes ultra menottés. Ben oui, mais d'ailleurs, ce qui est contradictoire, menotté, ça veut dire pas libre, et dans le libéralisme, il y a libre. Et c'est ça le vrai sujet. Le libéralisme, c'est la liberté individuelle, c'est la souveraineté individuelle, c'est la possibilité d'agir, pardon pour cette petite séquence philo, mais d'agir en tant qu'homme ou femme, mais pas en tant que consommateur ou de consommatrice. Alors, l'énergie, j'en parlais, mais l'Europe aussi, l'Europe. Je n'oublie pas que François Fillon est le Premier ministre qui, sous Nicolas Sarkozy, a validé le traité de Lisbonne, qui est un bras d'honneur qui est fait à la démocratie. Donc j'ai besoin d'avoir des précisions sur les positions exactes de François Fillon sur l'Union européenne. Une Union européenne technocratique, dogmatique, qui fait un bras d'honneur au peuple, nous n'en voulons pas. Et nous ne voudrons pas d'un personnel politique qui a cette appréhension de l'Europe. Donc, il nous parle d'Europe des nations. Ben alors, dans ce cas-là, il faut qu'il en définisse ses contours. Moi, les contours de l'Europe que je souhaite porter, vous les connaissez, c'est en particulier cette Europe que j'appelle d'union latine, qui implique, et je pense que c'est l'ensemble le plus homogène qui soit, un axe France-Italie qui est absolument nécessaire. Il y a un autre sujet sur lequel, chers amis, j'ai envie de voir François Fillon, et de l'entendre surtout. C'est les institutions. Les institutions, oui, la Constitution, les règles qui régissent notre vie démocratique. Alors quand on parle avec François Fillon, quand on l'interroge, il dit « mais les Français s'en foutent ». Ben, très honnêtement, je ne crois pas. Je crois même qu'au niveau des institutions, nous avons là un verrou, nous avons là un nœud qui fait que la politique en est là où elle en est aujourd'hui. C'est-à-dire qui fait que les politiques deviennent des politiciens de carrière, qui sont perpétuellement à la recherche d'un nouveau mandat. Cette constitution, vous devriez changer une seule chose dedans. Et nous aurions la constitution quasiment idéale. C'est le non-renouvellement des mandats dans la durée. Que quand vous êtes député, quand vous êtes sénateur, quand vous êtes président de la République, vous ne puissiez pas l'être toute votre vie. Un mandat de président de la République et 2 mandats pour les élus de la nation. Point. On n'est pas homme politique de métier. La politique, c'est un engagement. Ce n'est pas un métier. Et ça, j'attends, mais vraiment, que François Fillon fasse un certain nombre d'inflexions sur ce point. Alors oui, les lobbies, vous avez raison, cher Gilbert, mais là encore une fois, pourquoi les politiciens sont sous l'influence des lobbies? Eh bien parce que la politique est leur métier. Ils en ont besoin pour vivre, ils en ont besoin pour être réélus. Si vous faites sauter cette contingence et cette contrainte, et que la politique devient réellement un engagement, eh bien les lobbies auront beaucoup moins de prise sur les hommes politiques. C'est ça la réalité. Et donc j'attends vraiment que François Fillon éclaircisse sa pensée sur la nature du libéralisme qu'il souhaite mettre en œuvre, sur son rapport à l'énergie, sur son rapport à l'Europe et sur son rapport aux institutions. C'est pour moi une condition absolument indispensable pour savoir si je suis susceptible de le suivre dans la suite ou pas. Parce que ce sont des sujets essentiels. Une chose est de réparer ce qui n'a pas été fait, une autre chose est de projeter le pays dans l'avenir. Et il est essentiel de partager et de projeter notre pays dans l'avenir. Voilà ce que je voulais dire au sujet de François Fillon. Donc je ne lui donne certainement pas un chèque en blanc. François Fillon se vante de vouloir associer la société civile à son projet politique. Je le prends au mot. Et donc je lui livre mes opinions et ma vision qui est libre de droit. Elle appartient à personne. Tout le monde peut... Vous savez, les idées... moi, quand souvent on me dit « Tiens, Rafik, on t'a piqué cette idée, etc. » Non, on ne me pique aucune idée. Les idées, elles sont là, elles sont sur la table, elles sont pour tout le monde. Donc si François Fillon veut s'en saisir, il est absolument le bienvenu et je ne demande absolument rien en échange parce que, comme je ne suis pas un politicien de carrière, j'ai un métier et ce métier me convient tout à fait. Alors, le tirage au sort des parlementaires, c'est un autre sujet, cher Gilbert, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que dès l'instant où vous n'avez plus des politiciens de carrière
qui sont à l'Assemblée nationale à vie, eh bien vous aurez de fait un rafraîchissement spectaculaire dans l'Assemblée nationale en l'espace de quelques années à peine. Donc c'est peut-être un début de solution. Alors, j'ai une pensée aujourd'hui, chers amis, pour tous ces médias, pour toute cette intelligentsia, pour laquelle, depuis des mois, le futur président de la République devait s'appeler Alain Juppé. Et là, je suis tombé, je vais pouvoir vous les montrer, je suis tombé sur un certain nombre de unes de presse qui... alors, c'est à l'envers, hein, je le sais, des unes de presse. Alors, du Point, tiens, Le Point, portrait de Alain Juppé, Juppé président. Voilà. Society, lui président. La tentation Juppé dans Libération, la Juppé mania dans Marianne et les Inrocks. Le JDD, ah oui, le JDD qui fait toujours des unes prophétiques qui nous avait prédit la victoire de Hillary Clinton. Ben là, il nous a prédit aussi la victoire d'Alain Juppé parce qu'il a une a-t-il déjà gagné? Voilà, c'était il y a 2 semaines. Bon. Et en parallèle, je tombe sur un article de France Info. Donc c'est un reportage de France Info qui date d'à peine un mois. Un mois, les amis. C'était le 23 octobre. Primaire à droite. Que va devenir François Fillon après ses défaites? mais très honnêtement, ils n'ont pas de... Enfin, ils n'ont absolument rien compris. On leur a donné... Enfin, ils ont reçu des claques avec le Brexit, ils ont reçu des claques avec l'élection de Trump, et ils continuent, ils se bornent. Primaire à droite, que va devenir François Fillon après sa défaite? Mais enfin, j'espère vraiment que les journalistes, et en particulier la presse, et les éditorialistes vont comprendre une bonne fois pour toutes qu'il est temps de donner la parole aux challengers, plutôt, aux personnalités de la société civile qui ont des choses à dire, qui portent des vraies idées, et qu'il faut arrêter de fabriquer des produits, des candidats qui, par nature, ne seront pas élus par les Français. C'est le cas de Fillon, et ça sera demain le cas de Macron, qui est une créature médiatique. Macron, j'ouvre une autre parenthèse, qui a le culot de demander à Manuel Valls de démissionner et qui lui fait un procès en loyauté. Mais c'est l'hôpital qui se moque de la charité, franchement. Macron qui donne une leçon de loyauté à Manuel Valls vis-à-vis de François Hollande. Enfin bon. Mais bon, c'est une créature des médias. Lui aussi a son nombre de unes de journaux absolument incalculable. Et tout cela finira par faire pchit, comme Hillary Clinton a fait pchit, comme Alain Juppé a fait pchit. Les citoyens, le peuple, en a horreur de ces médias qui lui disent ce qu'il faut penser, de ce qu'il ne faut pas penser, de ce qui est bien, de ce qui est mal. Cette bien-pensance qui est typiquement parisienne fait un mal monstre à la démocratie. Vous savez, je discutais il y a peu de temps, il y a peut-être 3 semaines, avec une personnalité de gauche connue qui me disait la chose suivante, en parlant de Manuel Valls. Il me le disait avec une certaine gourmandise. Il me disait, Manuel Valls est mort. Il s'est fait filloniser. Il s'est fait filloniser. Donc il y a moins d'un mois. Le verbe filloniser voulait dire, en gros, il a été neutralisé à Matignon et de ce fait, il n'a plus aucun avenir politique. Bon, eh bien, filloniser ne veut plus dire ce que pensait cette éminente intellectuelle de gauche. Et moi, j'invite Manuel Valls à se présenter à l'élection présidentielle. Je pense qu'il a beaucoup plus de choses à apporter à gauche qu'un François Hollande, qu'un Emmanuel Macron. Manuel Valls qui incarne une certaine modernité politique et économique, et qui est un vrai républicain, et qui incarne aussi une certaine notion d'ordre, et nous en avons besoin. Moi, je ne suis pas du tout favorable à une approche libertaire de la société, libertaire ou libertarienne, où on fait open bar sur l'ouverture des frontières, sur l'Europe, sur l'immigration, sur les valeurs. C'était ce que proposait Alain Juppé, c'est ce que propose Emmanuel Macron, et nous devons combattre ce positionnement libertaire. Et à gauche, une personne qui pourrait bien incarner ce combat, ça serait Manuel Valls. Voilà, chers amis.
Alors, il y a eu beaucoup de commentaires que dont je n'ai pas pu tenir compte parce que là, j'ai été pris par mon élan, vous l'avez sans doute constaté. En tous les cas, merci pour nos échanges. Je vous promets de relire chacun de vos messages un petit peu plus tard et de vous y apporter une réponse le cas échéant. Sur le site d'Objectif France, d'ailleurs, vous avez une nouveauté. Vous avez maintenant une page, un onglet qui s'appelle Vidéo, et vous pouvez revoir toutes les vidéos, tous les lives, avec un moteur de recherche par mots-clés, et vous verrez que depuis quelques mois maintenant, nous avons pas mal interagi ensemble. En attendant, n'hésitez pas à diffuser cette vidéo, comme toutes les autres, à les partager, parce que quand on n'a pas encore accès aux grands médias, quand on n'est pas encore un produit marketing, comme le sont d'autres, eh bien, nous devons faire avec les moyens qui sont à notre disposition, et celui par lequel nous interagissons, eh bien, oui, je confirme, cher Gilbert, pas facile toujours de penser et de discourir en lisant. Mais bon, je commence à prendre un petit peu l'habitude, et d'ailleurs, vos remarques, même si je ne rebondis pas dessus, je les lis souvent, et ça me sert souvent d'articulation par rapport au reste de mon message. Donc voilà, partagez, parce que très honnêtement, nous avons besoin de diffuser nos messages, de les faire porter haut et fort, parce que si nous voulons transformer la France, c'est-à-dire faire le job qui n'est pas forcément populaire, et de ce point de vue-là, je le répète, François Fillon n'est pas forcément dans le faux, ben, il faut en même temps que nous projetions notre pays dans l'avenir, avec un projet quasi centenaire, parce que ce qui est en train de se passer maintenant ne se repassera pas dans 20 ou 30 ans. L'avenir de la France se joue maintenant, les amis, mais vraiment, se joue maintenant. Et soit nous sommes capables de donner cette impulsion dans les 5 prochaines années, soit c'est mort, et je serai extrêmement pessimiste. Je vous souhaite une excellente semaine, les amis, et je vous dis à très vite. Merci encore d'avoir été aussi nombreux à partager et notamment à commenter cette vidéo. À bientôt.